Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, dans notre, 2e masterclass, IA où aujourd'hui on va parler du prompting. Petit rappel, donc voilà, comme Lauriane l'a dit, ce meet-up d'aujourd'hui, ça va être un petit meet-up d'environ 30 minutes, qui s'inscrit dans notre parcours IA 2026 qu'on a organisé, voilà, avec, la communauté IA, en ce début d'année. Et on va, vous parler aujourd'hui des bases du prompting. Pour information, on a déjà fait la première masterclass, c'était il y a 2 semaines. Donc voilà, on a un rythme de 1 meet-up toutes les 2 semaines, pendant laquelle on a pu, revoir, l'histoire de l'IA et aussi, remettre des définitions, notamment sur les termes, d'IA générative et IA agentique. Donc voilà, n'hésitez pas, à plus tard aussi à reconsulter, la première si au cas où vous étiez pas là. Bah, sinon, allons-y. Donc, je vais laisser Gaëtan, vous présenter la masterclass d'aujourd'hui. Oui, merci Thomas et bonjour à tous. Alors du coup, aujourd'hui, notre deuxième masterclass, elle va, s'articuler en 3 axes. On va commencer par, du coup, hein, les bases, du prompt engineering, hein, puisque c'est une nouvelle discipline qui est arrivée en même temps que l'IA générative forcément. Ensuite, on va explorer ensemble les 5 fondamentaux qui constituent, un prompt efficace que l'on passe à nos intelligences artificielles. Puis, on ira sur les risques et considérations sur le sujet du prompting. Puis après, on aura une petite conclusion ensemble, bien entendu. OK, ben, on va commencer par les bases du prompt engineering. Donc là, on repart, vraiment, de des fondamentaux. Donc déjà, la notion de prompt. Donc qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est la consigne qu'on donne à une IA. Ça peut être, une question, une demande, un ordre. C'est pas forcément quelque chose de long. Des fois, ça peut être même juste un mot. Ça peut constituer un prompt. Mais, voilà, ça peut aussi, être quelque chose de beaucoup plus long. Et tout simplement, en fait, c'est le message qu'un humain envoie à l'IA. Donc qu'est-ce que c'est le prompting? Et ben, en fait, c'est l'art de formuler une consigne claire à une IA pour obtenir le résultat voulu. Donc une consigne claire, c'est-à-dire, un prompt. Donc le prompting, c'est tout simplement la compétence même, que voilà, c'est une compétence qui est née, avec l'arrivée de l'IA générative. C'est une compétence pour arriver à bien, questionner l'IA dans l'objectif d'avoir un résultat précis et voilà, le plus près de ce qu'on attend, de comme réponse. Donc, vous voyez dans le schéma, ça s'inscrit vraiment à la toute première étape, au moment où c'est du coup, nous, les utilisateurs, où on va saisir notre prompt et l'envoyer à l'IA qui ensuite va le traiter et nous fournir, une réponse. Mais alors, quelle est l'importance du prompting? Pourquoi est-ce que, on a dédié, une masterclass dans ce parcours, pour vous parler du prompting? Bah, déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que, c'est pas forcément, un concept très important, pour toutes les demandes. Dans le sens où, voilà, je vous ai mis quelques exemples, chien et chat en appartement, quel jour, de la semaine idéal pour aller à Disneyland, combien de fois, faire les biceps à la salle par semaine? Bon, c'est des demandes où on n'attend pas forcément un résultat qui est, très précis et puis des fois, on sait même le résultat, comme par exemple, les biceps à la salle, c'est à chaque fois qu'on y va qu'on les fait donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir, une formulation précise. En fait, l'importance du prompting, ça se révèle, lorsqu'on attend une réponse qui est précise. Donc là, j'ai mis d'autres exemples, voilà, écris un email de relance client, génère un post Instagram, rédige un post LinkedIn de recrutement. Donc là, en fait, on va s'attendre à, avoir un résultat, heu, bah, assez précis et qu'on voudrait même exploiter. Donc, pour ça, on a besoin de rédiger un bon prompt et Gaëtan, tout à l'heure, va, vous donner, la méthode en 5 étapes pour, faire un prompt efficace. Mais d'abord, on va regarder concrètement ce que ça donne. Donc voilà un exemple de mauvais prompt. Alors mauvais prompt, c'est un terme qui est un peu fort, mais on pourrait dire, peut-être juste un prompt basique et voilà, c'est intentionnellement, très basique pour l'exemple aussi.
on demande à l'IA: «Écris un texte pour recruter des ingénieurs chez Exia». Donc c'est une demande, voilà, c'est très court. Voilà, comme je l'ai dit, c'est intentionnellement, vague, mais on peut se poser quand même quelques questions par rapport à ce prompt-là. Donc qui est-ce qu'on recrute? Des ingénieurs, c'est quoi? Enfin, c'est trop vague comme terme. La demande, elle serait rattachée à quelle agence? Quelle est la destination, du texte? En fait, c'est quoi le but? Est-ce que c'est pour mettre, sur une offre d'emploi? Est-ce que c'est pour le poster sur LinkedIn? Donc tout ça, ça va affecter aussi la manière dont enfin, ça va affecter le format attendu. Quel ton adopter? Et voilà, comme je viens de dire, quel format. Les résultats de ce prompt-là, c'est, qu'on va avoir, bon, il y a plusieurs choses qui seront pas, idéales. Donc par exemple, on a un paragraphe d'intro qu'on n'avait pas forcément demandé. Encore, c'est pas grave, ça on peut, passer ce paragraphe-là pour aller directement à la réponse. Mais ensuite, c'est surtout le texte qui est généré et ben, qui va être, trop vague. On a des termes comme par exemple des talents, mais ça fait référence à quoi? Comme on l'a pas précisé dans notre prompt, bon c'est peut-être évident qu'il aurait fallu le préciser dans un premier temps, mais c'est juste, voilà, c'est juste un exemple et globalement, on a, une réponse qui est trop générique et lorsqu'on n'est pas assez précis dans notre prompt, on s'expose au fait que, l'IA va essayer de deviner. En fait, comme, l'IA n'a pas l'info, elle va essayer d'inventer lui-même, le profil recherché et en se basant sur ses connaissances, par exemple d'Extia, l'IA va essayer de deviner, quel genre de profil, Extia recrute, quel serait le ton adopté pour un message de recrutement d'Extia. Alors, passons au bon prompt. Une 1 chose, qui saute aux yeux, c'est que déjà, c'est beaucoup plus long. Heu, là, voilà, Gaëtan va décortiquer ce prompt, tout à l'heure et on va comprendre, en fait, comment est-ce qu'il est structuré et finalement, cette structure-là, on pourra la réappliquer à, n'importe quel autre type de prompt où on attend, des résultats précis. Donc là, on a un prompt qui est clair, qui est aligné avec l'ADN d'Exia. Donc on lui indique, bien le contexte, on lui indique, le ton à adopter et la structure, est optimisée pour avoir un résultat prêt à poster. Donc on lui dit par exemple, que le prompt doit faire, moins de 1 500 caractères. Voilà, on lui donne des infos, met des emojis, des listes à puces et cetera. Donc c'est très détaillé et le résultat qu'on a, c'est finalement, un texte qui est prêt à poster, qu'il faut quand même relire, bien sûr, hein. Prêt à poster, c'est plus dans le sens que, il y aura pas vraiment beaucoup de travail à faire, sur ce prompt-là. Il y aura pas besoin de passer des heures à le retravailler. Ce sera pas juste un template, très générique. Ce sera quelque chose quand même proche du résultat final et finalement, si on fait la comparaison entre les 2. On a peut-être passé un peu plus de temps à faire un bon prompt, mais on a un résultat qui est bien meilleur, qui demande d'être moins retravaillé et qui est quasiment prêt à poster. Donc en fait, c'est là tout l'intérêt de faire un bon prompt, c'est pour avoir un résultat, optimal et dans certains cas d'usage, c'est important. Donc un petit mot pour, conclure cette partie. La qualité de la réponse, dépend de la précision de la demande, pas de sa complexité. Donc mieux on va structurer notre prompt, plus on va donner de détails, d'informations, de contexte, meilleure sera la réponse et ça, c'est pas parce que notre demande est complexe. Voilà. OK, très bien. Merci Thomas. Du coup, maintenant on va passer en fait, on va reprendre le prompt, le bon prompt que Thomas vient de nous partager, et on va le décortiquer, l'analyser pour, en fait, en comprendre chacune de ses, composantes qui sont en fait qui respectent les fameux fondamentaux d'un prompt, efficace. Alors, la première partie du prompt était, le rôle que doit adopter, l'IA. Dans la peau de qui doit-elle se mettre? En l'occurrence, agit comme un responsable de recrutement senior chez Extia, expert en marque employeur et imprégné de notre culture. Les infos qui sont très importantes ici, ça va être le métier, l'expérience, c'est une donnée toujours intéressante aussi à passer à l'IA
et l'expertise. Parce que, alors, parfois, métier, expertise, ça peut se confondre, mais finalement, on a des métiers qui aussi peuvent s'appliquer à plusieurs domaines. Par exemple, alors nous, on est dans l'IT chez Exia. Un data analyst, par exemple, il peut autant travailler pour une entreprise experte en biodiversité que pour une entreprise experte en sport. Donc, l'expertise, le domaine dans lequel s'applique le métier, c'est aussi important de le préciser. En fait, le but du rôle, ça va être de répondre à la question qui. Comme j'ai dit, dans la peau de qui doit se mettre l'IA, ça va lui permettre d'adapter sa précision, le vocabulaire qu'elle va employer. Ça va lui donner un premier indice sur la structure de la réponse qu'elle doit fournir et ça va la guider sur les méthodes qu'elle doit utiliser pour finalement fournir la réponse souhaitée. Une fois que le rôle est défini, on passe finalement sur le b.a.-ba du prompt, l'objectif. Alors je dis on passe, c'est en soi, les fondamentaux, ils peuvent s'intervertir, hein. C'est une proposition de commencer par rôle puis de faire objectif, hein, mais l'ordre n'a pas tant d'importance que ça. Mais dans celui qu'on vous propose, donc la partie la plus importante ensuite, c'est l'objectif. Je voudrais que tu rédiges, donc un verbe d'action, un post LinkedIn, excusez-moi, attractif pour recruter des développeurs full stack Java Angular expérimentés. Donc on a l'action, le quoi, que dois-tu faire, la valeur ajoutée, pourquoi dois-tu le faire, et en plus, là en bonus, on a le public. Pour qui faut-il le faire? C'est toujours là aussi une bonne indication pour orienter, encore une fois, la réponse de l'intelligence artificielle. La précision donc, de l'IA augmente d'un cran, puisqu'elle sait avec beaucoup plus de finesse ce qu'elle doit livrer. Ensuite, on arrive sur le contexte. Et alors, le contexte est aussi très important au sens où ça va être un peu ce qui va différencier un prompt d'une requête Google classique, en fait. Nos requêtes Google, c'est un ensemble de mots-clés que l'on passe pour faire après, pour avoir une liste de sites d'un moteur de recherche. Volontairement, on ne fait pas des requêtes sur Google ou autre à rallonge parce qu'on sait que c'est pas optimal. Eh ben, passer du contexte, là, pour une IA, ça prend tout son sens. C'est ce qui va lui permettre de poser un premier cadre pour, encore une fois, orienter sa réponse. Et dans la mesure du possible, hein, ça reste à nuancer, mais dans la mesure du possible, plus une info elle est factuelle, plus l'IA va rester objective. Parce qu'on sait, et Thomas va détailler un peu cette partie-là plus tard, on sait que les IA, elles ont tous des biais plus ou moins prononcés. Donc, plus on est factuel, plus on incite l'IA à ne pas tendre vers son côté subjectif et à rester le plus objectif possible. Si le rôle est répondre à qui et l'objectif à quoi et pourquoi, le contexte, là, on va plus essayer de répondre aux questions où, donner un lieu, encore une fois si c'est pertinent, quand, donc un espace temporel toujours si c'est pertinent, et aussi, pour rester factuel, l'idée c'est, encore une fois, si ça répond aux besoins, de donner des chiffres pour rester très factuel, donc de répondre un peu aux questions combien, si on peut, encore une fois, si on peut le faire. Ensuite, on a les contraintes. Les contraintes, c'est la deuxième couche qui vont venir renforcer le cadre que l'on donne à l'IA. Mais là, en fait, on lui dit tout ce qu'elle ne doit pas faire. C'est la liste des garde-fous, finalement. C'est ce qui peut permettre, par exemple, de bypasser, encore une fois, certains biais de l'IA. Par exemple, si vous utilisez l'IA au quotidien, vous avez forcément remarqué qu'elles ont toujours tendance à aller dans notre sens, à pas nous contredire, à souvent nous donner raison. Une contrainte, ça peut être de lui dire justement sois challenging, repère les défauts de mon raisonnement, les défauts de ma logique. Explique-moi pourquoi toi tu raisonnes comme ça. Voilà, c'est un garde-fou qu'on peut lui dire n'hésite pas à me challenger, ne crois pas tout ce que je te dis comme acquis. Alors un autre exemple de contrainte, ça peut être le ton. Est-ce qu'on veut que la réponse elle soit amicale, professionnelle, enjouée, qu'importe. Et alors une contrainte particulière, mais alors,
finalement, dans cette dernière partie du prompt efficace, on ne va pas l'appeler contrainte, on va l'appeler format, c'est le, bah, à quoi on veut que notre réponse, la réponse de l'IA, pardon, ressemble. C'est une forme de contrainte, mais voilà, un peu particulière, où on lui dit, bah voilà, moi je veux un document directement, Word, Excel, qu'importe, juste un texte, bon, c'est le choix par défaut, une image, un ensemble de documents JSON pour les développeurs, par exemple. Voilà, c'est un peu là la réponse au comment, finalement. Tout au long des 5 fondamentaux, en fait, je vous ai passé le QQO, QCCP, qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi. Bah, finalement, un prompt efficace, c'est un prompt qui répond à ces 7 questions. Et donc, dans le dans le schéma qu'on vous propose, rôle, objectif, contexte, contrainte, format, on couvre l'ensemble de ces indications euh, à passer, à nos intelligences artificielles. Mais bien sûr, alors en fait, c'est une base, c'est une proposition, alors que l'on sait efficace et qui est très utilisée, mais on peut toujours aller plus loin et il faut toujours faire ça par rapport au contexte de notre demande. Si vous n'avez aucune raison de passer un chiffre, ne passez pas de chiffre juste pour répondre à la question combien. Bien entendu, il faut que ça reste pertinent, encore une fois. Néanmoins, si on veut aller un peu plus loin, on peut se dire, par exemple, qu'on va rédiger un pré-prompt où on va juste passer rôle et objectif à l'IA et on va lui dire, sur la base de ce rôle et de cet objectif, quelles sont toi les hypothèses de départ que tu formules. L'IA va nous sortir ses réponses et on va bien voir si ces hypothèses sont correctes, à quel point, ou si elles ne le sont pas du tout. Et en fonction de ça, bah, on va peut-être déjà instinctivement adapter beaucoup plus notre contexte et notre contrainte par rapport à l'IA à laquelle on s'adresse. Toujours une fois, si c'est intéressant de le faire, on peut aller plus loin dans le rôle et passer en fait carrément à persona. On ne s'arrête pas à métier, expérience, expertise. On dit, bah, c'est une personne de telle tranche d'âge qui travaille dans tel secteur, qui vit à tel endroit, qui aime ci, qui déteste ça, qui est dans telle situation familiale, personnelle, professionnelle. Je ne sais pas si on veut par exemple simuler un dialogue entre deux personnes, ça peut être beaucoup plus intéressant peut-être de passer deux personas que deux rôles qui tiennent en deux lignes. Voilà. Encore une fois, il faut juger, jauger l'utilité de le faire. Les contraintes, on peut essayer de se dire qu'il faut qu'elles respectent le format SMART. Alors SMART, on l'utilise plus pour les objectifs d'habitude, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Mais encore une fois, une contrainte, si elle s'inscrit dans ce format, c'est assez parlant finalement. On veut une contrainte précise, donc spécifique. Après, on peut lister plusieurs contraintes, mais chaque contrainte devrait être spécifique, mesurable. Donc là aussi, on va indiquer un chiffre. Atteignable, il faut que ça reste possible pour l'IA, bien entendu. On ne va pas lui demander de nous générer 1 million de mots dans sa réponse. Réaliste, donc cohérent avec le contexte. Et temporel, encore une fois, si on estime que borné dans le temps, c'est pertinent de le faire. Et une fois qu'on a notre prompt, mais alors parfait avec tous ces éléments, on peut se dire, bah, je vais aller le passer à plusieurs intelligences artificielles, faire un peu d'intelligence collective, et du coup, on va aller regarder, on va aller comparer les réponses et se dire, bah, tous les points communs des réponses, finalement, ça doit être vrai. On va capitaliser sur cette partie-là. Et tout ce qui différencie la réponse, ça peut prendre deux directions. Soit c'est un point à creuser qui a une certaine valeur ajoutée et qui est moins intuitif, moins instinctif. Soit en fait, et ça Thomas il va en parler un peu, c'est la partie biais, la partie hallucination, la partie dans laquelle il ne faut pas aller, parce que c'est une erreur de la part de l'IA. OK et ben, rapidement, on va juste voir quelques risques et considérations, par rapport, à l'IA et au prompting. On va passer vite, parce qu'on a, la masterclass numéro 4 qui est complètement dédiée, à toutes les limites de l'IA et aux questions, éthiques et sécurité. Mais là, c'est quand même un petit aperçu, c'est important d'en parler, maintenant. Donc déjà les hallucinations. Quand on parle d'hallucinations avec l'IA générative, en fait, voilà, on parle de ça. Donc une hallucination, c'est une réponse produite avec assurance, mais qui est fausse, inventée ou non fondée sur des sources fiables. Donc le vrai danger, en fait, c'est que l'IA ment avec certitude. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, vous avez déjà rencontré ça, dans vos échanges avec l'IA.
c'est je pense qu'avec les modèles, qui sortent, qui sont de plus en plus puissants, je pense qu'on a quand même de moins en moins d'hallucinations, mais ce qui peut être flagrant, c'est quand l'IA va nous parler, de quelque chose, je sais pas, par exemple, d'une date, du si on fait du code, bah, d'une bibliothèque, qui n'existe pas, en fait bah, quand l'IA nous dit ça, en étant sûr d'elle et ben, c'est là où ça peut être dangereux. Alors du coup, comment les limiter? Hem, Déjà la base, c'est un bon prompt. Là, on vous a présenté la méthode en 5 étapes. Quand on attend, voilà, un résultat précis pour bien structurer son prompt. En fait, plus celui-ci va être complet et précis, moins l'IA, se retrouvera dans une situation où elle doit deviner, inventer et du coup, ça réduira, déjà beaucoup les risques d'hallucination. Mais malgré tout, même avec un bon prompt, il faut toujours relire la réponse et vérifier les éléments importants. Un petit mot sur la sécurité des données. Un prompt ne doit jamais devenir un canal de fuite d'informations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où, on envoie un prompt à l'IA, l'information, c'est-à-dire, ce qu'on a pu mettre dans notre prompt, ça peut être, des données, des adresses mail, des téléphones, des captures d'écran et cetera. L'information sort de son espace d'origine, il sort de notre ordinateur, donc de l'espace sécurisé et il va sur un serveur, en fonction de l'IA qu'on utilise, il va sur un serveur, mais on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop ce qui va vraiment en être fait de cette information-là. Donc il y a un risque. Alors, attention, aux informations qu'on partage dans le prompt. Donc un bon prompt n'est pas seulement efficace, il doit aussi être sûr. Par exemple, si possible, essayer d'anonymiser ou remplacer, certains termes ou des données, qui pourraient être un peu sensibles, dans vos prompts. Ça peut être une manière de contourner ça ou alors, c'est possible que dans votre entreprise ou chez votre client, si vous travaillez pour un client, qu'il y ait une solution d'IA qui a été déployée en interne, et cette solution-là, du coup, comment dire? Heu, S'inscrit dans un partenariat avec le fournisseur d'IA, qui stipule que, voilà, les données, ne sortiront pas, plus loin que, tel périmètre. Et enfin, un petit mot de la fin, il faut toujours garder son, esprit critique. Un bon prompting n'élimine pas le besoin de jugement humain, donc toujours remettre en question, les résultats de l'IA, surtout quand c'est important et qu'on attend une réponse précise. Hem, voilà, donc un petit mot sur ça, garder son esprit critique et je vous laisse, la conclusion avec Gaëtan. Oui, merci Thomas. De toute façon, on va conclure, très rapidement, hein, puisque là, du coup, nous venons de vous passer donc le pourquoi, c'est important d'avoir un bon prompt. Le comment, le faire. Si vous étiez là aussi à la première masterclass, on a parlé aussi un peu d'IA agentique, donc donner la possibilité aux IA d'agir sur un environnement, avec finalement un bon prompt, il y a l'aspect sûreté des données, mais c'est aussi une sécurité pour nous. Si on va jusqu'à demander à l'IA de faire une action, autant s'assurer que la réponse, réponde vraiment à notre besoin. Je vous donne aussi juste rapidement un petit site qui peut être très utile pour vous accompagner dans les prompts, si vous êtes déjà ou si vous allez bientôt avoir l'occasion d'en faire très régulièrement. C'est generatorprompt.ai. Ça vient avec plein de petits outils, voilà, qui vous aident à générer des prompts, qui checkent des prompts que vous avez déjà fait, qui humanisent du texte, qui vous permettent de savoir le prompt idéal pour générer une image. Voilà, je vous laisse découvrir un peu par vous-même si ça vous intéresse. Generateprompt.ai, voilà, c'est un petit outil très sympa pour s'assister dans le prompting au quotidien. Eh bien, merci, à tous, d'avoir été là pour notre deuxième masterclass. J'espère que, la notion de prompt est est un peu plus, familière maintenant et que vous avez voilà, que cette méthode-là pourra vous aider à créer des bons prompts à l'avenir. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la masterclass numéro 3 sur, les outils du quotidien. Là, on va, revoir un petit peu les principaux acteurs, les principaux acteurs IA, qui existent aujourd'hui et comment est-ce qu'ils se démarquent les uns des autres et ensuite on verra comment l'IA est intégrée, d'une part au logiciel et d'une autre part, à tout ce qui est matériel, hardware et voilà, ça nous permettra de faire un petit point,
sur, les usages de l'IA en 2026.